Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Oser renaître, le podcast qui met en lumière les personnes qui partent à la découverte de leur vraie nature pour mieux se connaître. J'ai la joie de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle entrevue avec Lily, sous son vrai prénom Aurélie. J'ai vraiment à cœur de partager avec vous le témoignage de cette femme qui mène avec optimisme un combat contre son cancer du sein au travers d'une série d'interviews que nous avons nommée ensemble Le Réveil de Lily, le podcast qui redonne goût à la vie. Je suis Sarah Galvan et j'accompagne les personnes qui sont en quête de sens, de besoin de liberté, de bien-être et qui souhaitent apprendre à changer le regard qu'elles portent sur elles-mêmes ainsi que sur le monde extérieur. Pourquoi certaines personnes arrivent-elles à prendre des décisions plus facilement que d'autres ? On pourrait dire qu'avoir confiance en soi, que de vivre dans un contexte approprié ou encore que de baigner dans un environnement stable seraient des facteurs aidants et suffisants. Certaines prises de décision peuvent nous paraître évidentes, alors que d'autres peuvent nous faire tergiverser pendant des heures, des mois, voire des années. Le fait d'avoir un enfant ou non a inévitablement un impact crucial sur notre avenir personnel et collectif. Lors du précédent épisode qui s'intitule « Intimité et cancer », Aurélie nous racontait que son choix a été pour elle une évidence. Pour ceux qui n'auraient pas encore écouté cet épisode, je vous invite donc à le faire pour replonger dans le contexte dans lequel elle a dû trancher si rapidement. Nous avions également parlé de sexualité et de ce rapport au corps qui change à cause des effets secondaires des divers traitements qu'elle a subis. Aujourd'hui, c'est avec une certaine nostalgie que je vous annonce notre dernier podcast. J'ai vraiment eu plaisir à vous partager cette magnifique expérience et j'espère que vous en ressortirez aussi enrichis que moi. Ce 10e épisode clôture la série d'un accompagnement de plus de 9 mois de la vie tumultueuse de cette jeune expatriée à Londres. Comme évoqué lors du premier épisode, pourquoi la maladie de Lily lui a redonné goût à la vie, mon souhait initial était de vous transmettre son optimisme face à son cancer du sein. Au fil de ses confidences, plus ou moins intimes, Aurélie nous a permis de mieux percevoir son quotidien pendant ces longs mois de combat. Comment elle a annoncé à son entourage qu'elle avait un cancer du sein ? Comment elle a dû rassurer ses proches alors qu'elle-même était sous le choc ? Comment elle a géré ses émotions, ses angoisses face aux nombreux examens ? Comment elle a vécu avec un corps qu'elle ne reconnaissait plus ? Comment elle a renoué avec sa féminité ? Et puis, dans tout cela, comment toujours y croire ? Comment toujours avoir la foi et la conviction que le combat mené sera juste une épreuve et non une fin ? Tous ces sujets, nous les avons abordés au travers de ces différentes interviews. En aparté, Aurélie me dit se sentir émue que ces rendez-vous confidentiels s'achèvent. Pour moi, comme pour elle, l'aventure ne fait que commencer et nous allons vous en faire part dans cet épisode. Je suis très heureuse de cet échange où je retrouve Aurélie qui reprend vie après tant de mois difficiles. Un équilibre semble s'installer dans son quotidien. Son euphorie reprend place dans tout son être, lui permettant d'apprécier l'essence même de la vie en portant son attention sur les petites choses qui l'entourent. Et même si elle rencontre encore des épisodes de stress, comme un événement inattendu qu'elle a dû vivre une semaine avant l'enregistrement de cet épisode, elle reste égale à elle-même. C'est-à-dire une femme optimiste et joyeuse qui souhaite à son tour accompagner les personnes pour leur assurer soutien, joie de vivre et réconfort. Et pour finir, si vous souhaitez retrouver les liens de tous les épisodes que nous avons enregistrés, je vous invite à vous reporter dans le descriptif. Je vous souhaite une très belle écoute de cette 10e session que nous avons enregistrée le 27 novembre 2020. Bonjour Aurélie, Bonjour Sarah. comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Aussi bien que ça peut aller ces temps-ci. Bon, on se retrouve finalement un petit peu plus de 6 mois après l'arrêt de tes traitements. C'est une demande de ta part de faire un point après tous ces accompagnements et tout ce suivi. Et je suis ravie de le faire dans cette belle énergie, de te savoir de nouveau en forme. Tu es aussi passée par des périodes où tu as eu de nouveau des examens à faire. Tu as plein de choses à nous raconter en 6 mois. Nous t'écoutons tous. En effet, en fait, c'est vrai que je t'ai demandé si on pouvait faire ce podcast juste parce que je me suis dit parfois, je pouvais sembler un peu, pas déprimée, mais voilà, enfin, il y a des moments forcément des ups and downs, comme pour tout le monde. Je me suis dit, j'ai envie quand même aussi de donner le message que voilà, 6 mois après la fin des traitements, mine de rien, la vie, elle reprend vite au niveau du corps, au niveau de l'esprit, etc. Mais en mieux, dans le sens où moi, ça m'a fait grandir énormément. Et donc, je vois la vie vraiment différemment et je fais plein de choses que je faisais pas forcément. Je fais un travail sur moi-même qui est hyper intéressant. Et donc, il y a plein de choses très positives. Et en même temps, en plus, il y a mon corps qui reprend vie. Enfin, voilà. Donc, je veux vraiment mettre un peu en lumière le fait que peut passer par des moments difficiles. Et attention, tout n'est pas encore tout rose tout le temps. Il y a des moments d'angoisse, justement, comme tu le disais, quand il y a des examens
où on sent quelque chose, justement, vu qu'on est plus à l'écoute de son corps, on sent peut-être des choses différemment aussi. Donc, on a des moments d'angoisse, et puis il y a plein de choses, comme pour tout le monde, qui sont difficiles à gérer. Mais la façon de gérer les choses est de plus en plus évidente, quelque part grâce à tout ce que j'ai vécu ces derniers mois. J'allais te poser la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est plus évident pour toi d'arriver à vivre des choses comme ça. Écoute, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais c'est vrai que, enfin, l'une des principales raisons de mon côté, c'est forcément déjà, j'ai eu tellement peur en fait quand on m'a donné ce diagnostic dans ma tête, c'était cancer ou je vais mourir. Donc déjà, c'est le fait de se dire la vie est belle. Ça m'a aussi appris le fait que quelque part, on a les rênes de sa vie entre les mains. En fait, parfois, j'ai vraiment au fond de l'estomac une impression d'euphorisme et de liberté parce que je me dis, mais en fait, même si j'ai 41 ans, tout est encore ouvert. C'est moi qui décide, je peux encore rencontrer le grand amour, je peux encore changer de boulot si je veux, je peux tout faire, je peux partir à l'étranger de nouveau. Et en fait, quelque part, c'est cette impression où j'avais l'impression d'être un peu enfermée dans une vie que je m'étais imposée quelque part. Mhm. Et là, c'est un peu avoir comme ouvert les yeux et me dire, oh, tant que je suis en bonne santé, en fait, tout est possible. C'est-à-dire que je peux très bien, là, je suis heureuse telle que je suis, donc c'est parfait. Mais si je veux, je peux aussi tout changer et avoir ce contrôle un peu, entre guillemets, être beaucoup moins justement contrôle freak dans ma tête, quelque part, mais en même temps, savoir que ma vie, encore une fois, c'est moi qui décide de ma vie et que je suis complètement indépendante, que j'ai réussi à passer en fait des épreuves quand même super difficiles que j'aurais jamais cru pouvoir passer. Et Mhm. donc de me dire, eh ben voilà, tant que la santé continue à être là, eh ben mon Dieu, mais enfin tout est génial quoi. Donc c'est un peu c'est quelque part cet euphorisme au fond de moi et je me dis ouh c'est top. Oui, et puis la dernière fois, tu parlais aussi des sensations dans ton corps comme si ça reprenait vie. Après, moi j'ai une question. Est-ce que finalement cette euphorie, c'est la première fois de ta vie que tu la vis de manière aussi intense ou est-ce qu'il y a eu d'autres événements dans ta vie où tu pourrais te dire, ah oui, j'ai déjà vécu ça dans une situation un peu similaire? J'ai eu des moments vraiment justement d'intense où je me sentais un peu justement libre. C'est les fois où j'ai décidé à chaque fois par exemple, de partir à l'étranger toute seule ou de déménager, parce que c'était toujours un gros projet. Mhm. Mais là, c'est un peu différent dans le sens où tout n'est pas encore défini là dans ma tête. Parce qu'à l'époque, c'était parce que j'avais le but. Je veux être, c'est un peu comme ça, un peu ridicule de le dire tout, mais je veux être working girl dans une grande ville. J'imaginais ma vie d'une certaine façon et donc tout ce qui faisait que oh waouh j'ai une opportunité d'aller à Londres et pour cette super compagnie etc c'est génial et ben c'était quelque part pour comment dire ça faire un projet que je m'imposais et je savais pas vraiment pourquoi je voulais ce projet et j'avais l'impression que c'était ça qui allait me rendre heureuse alors que maintenant c'est un peu différent dans le sens où je me dis mais c'est juste même demain matin, on est samedi, et ben, je suis trop contente parce que il y a le boulanger d'à côté qui fait des trop bons beignets maintenant. Et le samedi, et ben, je sais que je peux aller l'acheter. Et c'est juste des trucs beaucoup plus simples en fait, Oui. mais qui font que ça me fait hyper plaisir. Et surtout aussi, je crois, c'est que j'apprends de mieux en mieux. Alors là aussi, je suis encore en plein apprentissage, mais à gérer mon stress et mes émotions un peu négatives, justement. Alors on en a parlé plusieurs fois, hein, mais avec le yoga et avec une connexion à mon corps, etc. Et la méditation qui accompagne souvent le yoga aussi. Enfin, et Mhm. donc, c'est vrai que tout ça, en fait, c'est plus de trouver beaucoup plus un équilibre dans ma vie, en fait, avec des choses plus simples, mais des choses qui, en fait, m'équilibrent beaucoup plus, je pense. Mais finalement, tout ce que tu, entre guillemets, as l'impression que tu t'es imposé, comme quand tu parles de devenir une walking girl, tu as toujours finalement, j'ai l'impression, réussi à atteindre tes objectifs, même si c'était avec du recul, tu te dis c'est moins important que finalement d'aller acheter une petite brioche ou voilà, me faire plaisir aujourd'hui. Et en fait, ça me fait penser à un autre projet qui est finalement en train de mûrir à la fois pour toi toute seule, peut-être pour moi toute seule et peut-être en collaboration toutes les deux. Et je pense que tu vois où je veux en venir. Je veux parler d'Otium et ce fameux centre en Suisse auquel on s'est rapproché pendant le deuxième confinement du coup. Donc on a hâte finalement de pouvoir être de nouveau libre pour pouvoir voilà, se rendre sur place, en tout cas me concernant, puisque toi tu es toujours à Londres, voir aussi ce qu'on peut faire, même en visioconférence. Parce que comme je sais que tu arrives toujours à finalement réussir tes objectifs, est-ce que ça s'est un petit peu clarifié finalement en ces 6 mois de temps? Qu'est-ce que tu voudrais offrir, que ce soit pour ce centre-là ou pour un projet personnel? Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Je pense que ça a intéressé plein de personnes.
Alors, au fur et à mesure, ça s'éclame, mais c'est pas quelque chose pour le coup. C'est là que c'est très différent de la façon dont je le vivais avant. C'est que c'est au fur et à mesure, j'ai l'impression que ça se construit dans ma tête, mais c'est pas que j'ai l'idée. En fait, c'est une des premières fois où j'ai pas l'idée complètement faite. Mhm. Et déjà tout est déjà calculé dans mon esprit. Alors, ce sera comme ça, parce que c'est l'objectif que je vais atteindre. Donc, on va faire plan A, plan B, plan C. Et en fait, pour la première fois, la seule chose que j'arriverai à dire, et qui comme ça paraît très bateau, c'est voilà, je veux réussir à faire que cette expérience par laquelle je suis passée, si j'arrive à aider et à épauler des gens qui passent par peut-être par une maladie, mais aussi par d'autres choses, mais à les aider vraiment à avoir confiance en eux et leur donner en fait toutes les armes qu'on peut avoir pour pouvoir se concentrer justement sur leur objectif et en fait un peu les alléger de tout ce qui peut être vraiment difficile quand on passe, notamment par exemple avec les maladies, c'est vrai qu'on a moins d'énergie, etc. Tout ce que je pourrais apporter pour rendre la personne qu'elle se sente belle, qu'elle se sente forte et psychologiquement et vraiment physiquement, etc. Et vraiment tout donner pour que les traitements ou les choses par lesquelles la personne doit passer pour aller mieux, fassent du mieux possible. Et voilà, donc c'est un peu les mots que j'arrive à mettre dessus aujourd'hui. Après, je sais pas encore comment, mais voilà, c'est un peu l'objectif. De toute façon, on va co-construire ensemble, donc ça va au fur et à mesure s'affiner. Et puis, je suis sûre que toutes les deux, on va créer quelque chose en lien avec effectivement forcément l'image de soi, sur l'aspect psychologique, sur les pensées qu'on peut entretenir. Et moi, je suis persuadée que déjà, rien que le témoignage que tu peux apporter, même si bien évidemment, chacun vit sa maladie, c'est très personnel. Mais pour autant, ne serait-ce que d'être accompagné, d'avoir un soutien, une oreille qui écoute, et Dieu sait que tu sais écouter, voilà, ça va être déjà un super cadeau pour toutes ces personnes-là. Après, moi, j'ai retenu aussi qu'il y avait l'aspect physique chez les femmes, notamment comment arriver à rester coquette. Donc, je pense que ça, tu vas avoir plein d'idées à partager et ça va prendre vie, quoi. Et puis, si jamais on se rattache auprès d'Otium. C'est un centre, pour ceux qui ne connaissent pas, qui existe depuis déjà quelques années. Donc, je pense qu'ils sont force de proposition de voilà, nous inviter aussi à avoir des idées ou à nous orienter comme il faut par rapport à quelque chose que eux, ils maîtrisent un peu plus finalement que nous. Exactement. Et en effet, comme tu dis, le côté physique, on en a parlé là aussi le long des podcasts, mais je pense que c'est quelque chose d'important aussi, parce qu'une personne se sente belle, vraiment en se regardant dans le miroir et en se sentant en fait elle-même. C'est hyper important aussi, ça fait partie des choses qui font que on a plus d'énergie et plus de force parce qu'on a une image de soi qui est différente que si on se lève tous les matins et on se dit mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce qui m'arrive? Mm. Donc ouais, c'est un aspect très important, ouais, je pense. Et sinon, du coup, par rapport à l'image, donc moi j'ai une question qui forcément a un lien avec mon background de photographe, qui travaille sur l'acceptation de l'image de soi, notamment au travers du portrait. Bon, je ne suis pas que sur cet aspect-là, mais on est bien d'accord que si on arrive à accepter son image, on touche aussi bien évidemment la confiance en soi. Je ne peux qu'imaginer, mais quand on a un cancer, forcément l'image de soi, tu en as déjà parlé, c'est hyper impacté à ce moment-là. Et moi, je t'avais proposé au début de ta maladie de te proposer de faire justement un shooting photo que tu avais accepté. Et bref, les circonstances, c'était la galère, je crois, avec les transports à ce moment-là. C'est la période il y a un an à peu près. Et donc, j'avais pas pu venir te voir. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose finalement qui peut apporter un soutien? Moi, mon vécu perso, ouais, je pense que j'aurais vraiment adoré. Alors, il aurait peut-être fallu me pousser encore dans le sens où j'avais envie de le faire. Mais c'est vrai qu'après, encore une fois, si tu avais été à côté et vu que je te connais, je pense que je l'aurais fait, mais tellement avec plaisir. C'est vrai que là, il fallait que je fasse la démarche, sinon d'aller chercher un photographe, de trouver quelqu'un avec lequel je suis à l'aise, etc. Mais justement, c'est là où, si c'est facilité, puis qu'on rencontre quelqu'un et qu'on est à l'aise avec cette personne, moi, j'aurais adoré parce que j'adorerais aujourd'hui, en fait, pouvoir même regarder parfois, en fait, c'est des moments tellement forts qu'on traverse que regarder ces images et que ça me rappelle cette période, mais d'une façon positive. Parce que si on fait les photos, voilà, c'est parce que on a envie de les faire. Et je pense que c'est quelque chose dans toute la démarche, en fait, le long des mois qui passent, quand on fait des traitements et tout, qui peut être hyper importante. Alors après, c'est très personnel, je pense, hein, ça dépend des gens, mais je pense que c'est quelque chose de très important. Ouais. Moi, j'y vois un aspect thérapeutique. Est-ce que tu le vois aussi sous cet angle-là? Moi aussi, totalement, parce que je pense qu'il y a aussi une chose, c'est que à travers tout ce qu'on voit dans les médias, la télé, etc., c'est vrai qu'encore une fois, les patients, par exemple, qui ont des cancers, on les présente toujours forcément sans cheveux, puis tout vert, voilà. Alors qu'on peut être sans cheveux et la personne peut être magnifique. Et justement, en fait,
montrer en fait à la personne qui vit ces moments-là, regarde, voilà, c'est toi. Et non, t'as pas à avoir honte d'être comme ça. Ça peut être très fort, très beau et justement un peu changer cette perception pour la personne qui passe par ces moments-là. Et puis peut-être aussi même après, une fois que la personne va mieux, encore une fois, de juste se rappeler, bah tu vois, je suis passée par tout ça, mais regarde comme j'étais forte à cette époque quand même. Et parce qu'on peut avoir d'autres moments difficiles dans la vie qui sont plus par rapport à cette maladie, mais qu'on se dit, mon Dieu, est-ce que je vais réussir encore cette épreuve-là? Et juste se rappeler que, ben regarde, je suis passée par là, regarde comme j'étais forte à l'époque. Je pense que ça peut être quelque chose de très, très important. Ouais. Moi, sous le mot thérapeutique, en fait, je me mets à la place de la personne. Déjà, bon, à titre perso, moi, il n'y a pas longtemps, donc j'ai coupé mes cheveux au moins 50 cm. Donc, ça fait quand même un changement de tête radical. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'a plus du tout de cheveux, n'a plus de pilosité d'ailleurs, tout simplement. Oui. Il y a un choc déjà pour soi. Et puis, il y a le regard des autres sur soi qui est hyper impactant. Et le fait de faire des séances photos, d'arriver à regarder sa nouvelle image, c'est pour moi justement ce que tu disais, ce côté où tu viens vraiment ancrer, bah oui, je suis comme ça, je prends connaissance et conscience de mon nouveau visage, je m'accepte dorénavant comme ça, et à partir du moment où on s'accepte, on vient ancrer quelque chose en soi, et il y a plus, en fait, on renvoie plus la même énergie à la personne, et à partir de là, je pense que le regard que les autres peuvent porter sur nous, sur les personnes qui sont malades, ne sera plus le même, puisque le regard dans les yeux de la personne qui aura été confrontée à sa nouvelle image, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, ça va travailler sur sa confiance en elle, ça va travailler sur sa force, elle va se voir autrement. Moi, je suis persuadée qu'au niveau même de sa posture, de sa démarche, de plein de choses, Totalement. elle ne renverra pas du tout la même chose. Et du coup, le regard de l'autre ne sera pas le même. Et c'est vrai que, comme toi, ça me touche vraiment de me dire, contribuons justement à changer la perception qu'on a de ces personnes. Parce que finalement, c'est ce que tu disais une fois, on a peur de dire le mot de travers, ou comme quand quelqu'un est en période de deuil, des fois on ne sait pas trop Ouais. quel mot est juste, etc. Et oui, si on peut arriver à changer un petit peu toute cette vision-là, ça serait assez chouette. Totalement. Et je sais je crois qu'on avait parlé dans un podcast, mais même faire même un photoshoot un peu plus rock ou un peu plus. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, Mm. ces gens qu'on voit, encore une fois, c'est à la télé, c'est dans les brochures, toujours quelque chose de très triste. Et alors forcément, c'est des moments très durs. Hein. C'est pas ça, c'est pas le fait de dire mais c'est rien du tout. Mais c'est juste changer un peu cette perception et aussi justement pour le regard des gens sur les personnes qui passent par ces moments-là qui sont déjà durs. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis, tu as totalement raison. Je vois les jours où je me sentais bien dans ma peau, dans le sens où j'assumais totalement de ne pas avoir de cheveux, je mettais un foulard, bon, vous voyez que j'avais aucun cheveu dessous, mais où je me sentais forte. Et bien en fait, le regard des autres était totalement différent. Alors que les jours où je me sentais pas bien dans ma peau, je me disais, oh mon Dieu, quand même, ça se voit que j'ai pas de cheveux, puis je me sentais pas bien, en fait, avec moi-même. Et ben là, le regard des autres est beaucoup plus, oh mon Dieu, la pauvre. Et alors, je sais pas si c'est parce qu'on a confiance en nous, qu'on a l'impression que le regard des autres change, ou si c'est le regard des autres qui change parce qu'on a confiance. Enfin, voilà, je sais pas dans quel sens ça marche. Ouais, moi je suis persuadée qu'il y a les deux. À titre perso, bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais moi j'ai vu des choses où, quand tu focalises ton attention sur quelque chose en disant oh, mais tout le monde va voir ça, tout le monde va voir ça, ben, tout le monde voit ça. C'est énergétique. Clairement, ça marche comme ça. Après, ça ne veut pas dire que parce que tu focalises pas ton attention sur ton problème à toi, les autres ne vont pas le voir. Mais tu t'en fiches en fait. Tout simplement, ça te passe Oui. au-dessus de la tête. Et en fin de compte, qu'est-ce qui compte c'est d'être bien avec toi-même. Donc, si on peut bosser là-dessus, c'est vraiment bien. Et en même temps, j'aimerais rajouter que il y a ce côté thérapeutique-là, mais aussi le côté où, comme tu disais, faire des shootings un peu rock, c'est d'apporter de la joie, de l'humour, Ouais, de la gaieté dans toute cette morosité, parce que j'imagine que, bon, bah oui, tu vois, exactement. là, donc si on peut apporter un petit peu de joie de vie dans tout ça, ça vient ancrer en fait, encore une fois, hein, les photos, moi je parle toujours de ça, mais les photos c'est des encres, ce qu'on appelle les photos ressources. La personne, quand elle va se regarder, si elle a bien déliré et qu'elle s'est amusée pendant le shooting, elle va se dire, bon, bah voilà, quand elle est un petit peu déprimée alors qu'elle est à l'hôpital, bah, elle va peut-être ressortir sa photo, regarder de nouveau son visage et elle va se raccrocher à cette énergie-là et tout de suite, Exactement. voilà, elle va repartir un petit peu plus avec le sourire. Ça aussi, c'est Exactement. important. Faire des photoshoots qui correspondent aussi à la personnalité de la personne et Mm. même si la personne voilà, n'a pas de cheveux, etc., elle reste elle-même et pousser un peu ce côté-là en fait. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire autour de ça. Je suis persuadée. Oh oui, dans l'humour, surtout. Oui.
Ça, c'est clair. Toujours. L'humour, c'est vraiment un vecteur à la fois qui permet d'apprendre et puis qui permet de dédramatiser et d'arriver à faire passer des messages aussi pour vraiment prendre confiance en soi. Parce qu'en fait, on peut facilement revenir même à son enfant. On parle d'enfant intérieur, on se reconnecte à quelque chose de joyeux, mais sans se prendre la tête. Et du coup, quand on le fait en groupe, c'est juste l'éclate, quoi, parce que du coup, tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison, il n'y a rien du tout. C'est chouette, quoi. Ouais, totalement. Bon, bah, je pense qu'il n'y a plus qu'un, hein, de toute façon. Exactement, il n'y a plus qu'à. Dans toute cette période de mois très intense, est-ce que, malgré voilà, le fait d'avoir vécu des choses quand même assez difficiles, il y a eu des périodes quand même un petit peu plus joyeuses pour toi? Alors justement, c'est bien que tu me poses cette question parce que je voulais justement en fait faire passer ce message aujourd'hui aussi, c'est que même pendant les mois difficiles en fait, c'est pas que pendant un an j'étais à pleurer sur mon canapé du tout en fait. Il y a des moments difficiles, mais en même temps il y a des moments déjà de partage avec des gens, nos proches, qui sont, enfin pour moi ça a été d'une intensité incroyable parce que bah, encore une fois ça m'a reconnecté vraiment complètement aux gens que j'aime. Mm. Donc il y a des moments émouvants, il y a des moments très intenses et il y a aussi des moments de... Enfin, moi j'ai quand même beaucoup rigolé pendant cette période et en fait j'ai même rigolé par rapport à moi-même, mais ça c'est parce que j'ai un humour, comme dirait ma belle-sœur, à mon frère et moi, vous avez un humour de merde dans la famille. C'est un peu vrai, mais pour le coup, j'ai vraiment rigolé parce qu'une fois que j'avais accepté en fait que c'était comme ça, voilà, je rigolais avec ma tête d'E.T. Pour le coup, je faisais... Enfin, je me déguisais presque et puis je me disais, allez, on va jusqu'au bout du truc. Et pour le coup, je faisais même des blagues et je sais que j'ai mis quelques... Par exemple, j'ai mis une de mes collègues super mal à l'aise parce qu'elle voulait m'appeler. Et elle me marque, est-ce que je peux te rappeler dans une demi-heure parce qu'il faut juste que je prenne mon shampoing. Et donc, je lui ai répondu, moi, j'étais super cool chez moi sur mon canapé. J'ai dit, bah, bien sûr. Tu sais, c'est juste que ces temps-ci, j'oublie le temps que ça peut prendre de prendre un shampoing, etc. J'ai plus ce problème, un truc comme ça. Et alors là, elle m'a répondu, oh mon Dieu, je suis tellement désolée, etc. Je voulais pas faire de gaffe. Alors moi, j'étais là, mais non, mais en fait, ça me fait trop rire, quoi. Je lui dis, c'est vraiment cool, quoi. Je découvre la vie des hommes, tu vois, qui ont des cheveux très courts ou qui n'ont pas de cheveux. C'est génial. Tu perds pas de temps dans la salle de bain. Enfin, et non, il y a moi, j'ai eu plein de moments, en fait, j'ai pas du tout... Alors, c'est aussi, je crois, moi je dis toujours que l'humain, enfin en tout cas moi j'ai la mémoire heureuse dans le sens où je vais plutôt me rappeler des choses heureuses que des choses malheureuses, sauf quand vraiment les choses traumatisantes. Mais alors c'est vrai que voilà, c'était j'ai arrêté ma chimio il y a un peu moins d'un an. Et c'est vrai que quand je pense à cette période, d'un côté ça me tord l'estomac et d'un autre j'ai quand même ce côté, voilà, ça a été une période où je me suis découverte et quelque part, ben c'est une période unique et il y a plein de choses super positives de cette période dont je me souviens. Mm. En même temps, je suis pas étonnée parce que tu es hyper optimiste, donc tu gardes finalement bon, ce qui est positif, mais bon, je sais que tu t'es encore passé il y a pas très très longtemps par une grosse frayeur. Je sais pas si tu veux nous partager un petit peu. Oh, On devait faire en gros l'enregistrement il y a une semaine. On l'a décalé parce que tu redevais passer un examen. Je te laisse nous en parler. ouais, alors tous les moments, voilà, moi c'est vrai que je suis d'une nature assez positive. Cela dit, comme je l'ai dit au début, il y a encore beaucoup de moments d'angoisse. Et alors par contre, les moments d'angoisse sont différents des moments d'angoisse, de stress par rapport à quelque chose, par exemple au travail. C'est vrai que les moments d'angoisse, là, c'est hyper intense parce que c'est justement, je me dis, la seule chose que je demande, c'est d'être en bonne santé. Et dès que j'ai peur par rapport à ma santé de nouveau, alors là, c'est des énormes angoisses. Et donc, bah, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai senti en fait de l'autre côté dans ma poitrine comme une grosseur un petit peu. Et donc là, je me suis dit, oh non, là, ça y est, c'est reparti. Et donc voilà, j'ai contacté mon chirurgien qui m'a tout de suite fait les examens, les ultrasons, etc. Et apparemment, donc c'est un kyste, voilà, bénin, etc. Mais c'est vrai que, non, c'est vrai que là-dessus, je pense que de toute façon, enfin, c'est naturel. Après, les gens le gèrent plus ou moins, mais je pense que pendant des années, je vais encore avoir cette angoisse liée à ça. Ça, c'est clair et net. Encore une fois, étant donné que je me dis, bah voilà, la seule chose qui va me permettre de faire ma vie, c'est d'être en vie. Donc ça, c'est la chose qui me fait le plus peur maintenant, forcément. Ouais. C'est d'avoir quoi que ce soit qui arrive de nouveau et qui me risque de me faire perdre cette vie-là. Donc ça, ouais, ça c'est la grosse angoisse à gérer. L'angoisse pour toi, à ce niveau-là, vu que tu ressentais une grosseur, c'est vraiment, tu t'es dit, bon, ça y est, c'est reparti, et du coup, tu as eu la même intensité d'angoisse que la première fois, ou tu as quand même réussi à dire, bon, là, je suis bien entourée, j'ai déjà vécu le truc. Est-ce que tu as quand même réussi à baisser un peu ton mental en te disant, bon, cool, attendons de voir. Alors, quelque part,
j'étais un peu impressionnée quand même Mm. par moi-même, dans le sens où j'ai réussi, parce que je suis quand même restée 4 jours entre le moment où j'ai découvert ça et le moment où j'allais voir mon chirurgien. 4 jours, c'est très long quand on a cette angoisse que ça y est, c'est reparti. Alors, il y a des moments, hein, je touchais sur toutes les heures, je pense, et j'étais là, mon Dieu, mais oui, c'est vraiment là. Mais quelque part, j'ai réussi à essayer de penser à autre chose, à de nouveau à me concentrer sur faire le yoga, me déstresser, etc. Et surtout, au fond de moi-même, enfin, mais ça, c'est ma méthode. Là, en fait, c'était comme si mon corps me disait non, c'est pas possible. Je me suis dit non, mais c'est pas possible, quoi. J'ai tout fait, j'ai fait tout. Non, on va pas laisser ce truc revenir. Et donc, j'ai essayé de me persuader de ça. On va dire que tu Évidemment, avais des outils un petit peu plus par rapport j'avais à... un peu plus d'outils qu'avant, exactement. Avant, j'aurais pensé à ça sans arrêt toutes les minutes de la journée. Alors que là, j'essayais vraiment, et c'est exactement ce que tu dis, j'essayais d'utiliser les outils qui m'ont aidé en fait tous ces derniers mois à gérer toutes ces angoisses. Donc j'ai repris ces outils-là. Et puis je me suis dit, bah voilà, de toute façon, il faut y aller. Puis on va pas faire la politique de l'autruche et faire comme si j'avais rien senti. Donc on y va. Comment tu as géré le fait d'avoir appris que finalement c'était rien du tout, que c'était bénin? Est-ce que tu t'es dit ah bah c'est chouette, c'est bon, je tourne la page et puis j'oublie d'un coup? Ou est-ce que tu l'as vécu autrement? Je pense qu'on met du temps à digérer les choses. C'est vrai que, en tout cas moi, c'est vrai que sur le coup, alors bon bah quand ils m'ont dit ah non vous inquiétez pas l'écran là c'est rien. C'est vrai que bon bah grande respiration quand même. Ça y est, ça fait bon, je suis un peu soulagée. Mm. Mais c'est vrai que bizarrement après j'étais quand même à douter, en me dire j'espère quand même que qu'ils ont pu bien voir sur l'ultrason. Alors j'ai demandé à mon chirurgien est-ce que vous voulez pas faire un IRM, etc. Il m'a dit non non. De toute façon je le revois dans un mois donc voilà. Là, ça y est, une semaine après, je me dis non, bah quand même, non, c'est bon. Enfin, je me détends, hein. Mais c'est vrai qu'il a fallu que je fasse une bonne séance d'exercice après mon rendez-vous. Et même encore aujourd'hui, j'ai des tout petits restes de temps en temps encore. Donc non, ça met du temps pour se détendre totalement. Oui, oui, oui. Ben, je suis contente parce que moi je t'ai eu juste après et c'est vrai, je t'avais dit tu verras dans une semaine. Ça ira beaucoup mieux, donc je suis contente de t'entendre dire ça maintenant. Non, je pense que c'est tout à fait normal de. Enfin, après, c'est très perso aussi, peut-être. Il y a peut-être des gens, effectivement, qui arrivent complètement à switcher et se dire, bon, bah, c'est bon. Mais ouais, non, je comprends que on se raccroche à vouloir être sûr à 100% et en même temps, si le médecin le dit, bon, il y a un moment donné, il faut faire confiance. Exactement, faut faire confiance, tout à fait. Ouais. Faire confiance en ton corps et puis maintenant, tu es vraiment bien entourée. Tu sais aussi que tu as un contrôle encore dans un mois, donc Ouais, tout se à fait. raccrocher à tout ça. Je me dis encore une fois, il faut profiter de chaque jour pour le coup. Et voilà, enfin, de toute façon, je peux pas savoir ce qui va se passer. Voilà. Donc, tous les jours où je me dis, je me sens bien en bonne santé aujourd'hui, bah voilà, c'est pour ça que je suis un peu euphorique, c'est que je me dis, waouh, c'est génial. Mmh. Ça, c'est vrai que c'est un sentiment qui est super agréable. Quand on a eu une maladie et qu'on arrive à ressentir de nouveau son corps, à ressentir qu'on est capable de nouveau de pouvoir faire du sport ou de pouvoir réfléchir correctement, c'est vraiment une lueur d'espoir qui nous permet de nous dire, là, je profite de chaque instant de la vie, vraiment. Exactement. Après, je pense pas que tout le monde arrive aussi à le voir comme ça. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent rester dans une certaine phobie, à se dire le moindre petit truc, du coup, c'est peut-être quelque chose qui revient. Et je pense pas que tu aies cette mentalité-là. Tu as vraiment ce côté hyper optimiste, donc du coup, ça vient pas toi te parasiter en tout cas. Alors, c'est très ambigu parce que je suis très optimiste, mais en même temps, je suis un peu phobique quand même, j'avoue. C'est vrai que, voilà, je me dis, j'espère que ça reviendra pas. Mais je pense que c'est quelque part, ouais, un peu naturel, encore une fois. Oui. Enfin, voilà, je sais pas comment les autres réagissent, mais voilà, je pense que quand on a une grosse frayeur, on est encore un peu traumatisé quelque temps. Après, on va quand même rappeler que 80% de nos pensées sont négatives hein, à la base. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait quelques pensées qui se glissent pour te dire allô, coucou, peut-être que. Mais bon, c'est plus fort que ça. Donc, bon, pour clôturer ce 10e épisode, est-ce que tu as un mot de la fin? Écoute, je crois que le mot de la fin, ça me rappelle le premier podcast qu'on a fait où je disais vraiment, il n'y a pas de cancer réussi, il faut pas qu'on se mette la pression. Et c'est pareil pour la fin de cancer. Je crois que chacun vit les choses à sa façon. Le tout, c'est de réussir à le vivre le mieux possible pour soi-même. C'est ça le plus important. Après, il n'y a rien de réussi, pas réussi. Faut que je le fasse comme ça et que je le vive de cette façon. Non, faites-le pour juste vous, que vous le viviez de la meilleure des façons et que vous soyez le mieux possible. Bah, super, et je pense que c'est vraiment la ligne directrice. Je te dis ce que je ressens et tu me diras si tu es d'accord avec ça. Mais ce que tu dis, c'est vraiment ce qu'il faudra qu'on garde en toile de fond
dans nos accompagnements pour ces personnes-là. Parce qu'on n'est pas dans leur corps, on n'est pas dans leur tête. Et nous, on sera des soutiens. Et je trouve ça très très juste la façon de finir le podcast, comme tu le dis, si justement. De donner les armes aux gens pour le vivre le mieux pour eux-mêmes. En tout cas, merci beaucoup Aurélie, vraiment. Ça a été un tel plaisir de t'accompagner. Voilà, on verra s'il y aura d'autres épisodes, mais probablement, vu que l'aventure, en tout cas, c'est que le début d'une aventure. Hein. C'est quelque chose qui naît et puis on verra ce que ça donnera, on va dire, après l'hiver. Voilà, il y a quelque chose qui va pointer le bout de son nez, je pense, au printemps. Et ça va être merveilleux, j'en suis sûre. Pour toi, comme pour moi, comme pour nous et pour les personnes qu'on sera amenés à rencontrer. Merci beaucoup, Sarah. C'est un plaisir, toujours. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de ces 10 épisodes et au plaisir de vous retrouver peut-être le printemps prochain. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié notre échange, alors sentez-vous libre de partager cet épisode autour de vous, de le liker ou encore de nous laisser un commentaire. Si vous ressentez le besoin que je partage votre histoire personnelle, contactez-moi directement et nous ferons alors rayonner votre lumière au grand jour. Et pour clôturer ce dernier épisode, j'aimerais vous transmettre encore quelques messages importants pour que l'énergie de mes mots soit ancrée à tout jamais. Tout d'abord, merci à vous. Merci à toi d'avoir écouté ces péripéties jusqu'au bout. Je remercie aussi bien évidemment de tout mon cœur Aurélie, mon amie, cette femme que je trouve si inspirante et audacieuse, sans qui tout cela n'aurait jamais pu voir le jour. Mener ce projet fut pour moi une riche expérience et je suis très reconnaissant d'avoir mis en lumière le quotidien d'Aurélie qui traverse les épreuves de la vie comme nous tous et qui malgré sa maladie ressort aujourd'hui grandi. Que vous soyez en très bonne santé, que vous meniez un combat contre une maladie ou que vous accompagniez une personne dans votre entourage qui a besoin de soutien, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit cette phrase. Guérir, c'est rétablir l'harmonie entre notre corps, notre mental et notre esprit. En d'autres termes, prenez soin de chacun de ces aspects qui vous composent et comme Aurélie, gardez toujours la foi en vous. Merci.